Bonjour, bonsoir, c'est DJ Emerald pour une nouvelle vidéo de test audio fanzine. Donc le précédent volet était consacré au test des platines Pioneer PLX 1000. Donc c'est normal, là, pour le deuxième volet, on va tester la mixette qui était sortie à l'époque pour aller avec ces platines-là, c'est-à-dire la DJM S9. Donc on va commencer par faire une présentation de la mixette. Donc au premier coup d'œil, on peut constater que la table est orientée pour le mixage hip-hop. Premièrement parce que les faders et crossfaders possèdent tous les réglages adaptés pour le turntablisme et le scratch. Et on va commencer par regarder ça au niveau de la façade à l'avant de la mixette. Donc, tout ce qui concerne le crossfader et les faders se trouve ici. Donc on peut régler la dureté, c'est-à-dire la résistance du crossfader. Donc ça se passe ici, là je suis en mode light, et vous voyez ce qui se passe quand je suis en mode light, une pitch net fait que le crossfader rebondit, plus ou moins, selon la force qu'on lui donne. Donc là j'augmente la dureté, que je vais mettre au maximum, et maintenant une pitch net fait que le crossfader ne rebondit pas. Donc ça montre bien une certaine dureté, donc je pense que tous les scratchers vont se mettre en mode light, le plus light possible. Ensuite, il y a une possibilité évidemment d'inverser le sens de coupure de scratch, donc ça c'est utile pour les gars qui scratchent en inversé en hamster. Et on a évidemment le bouton classique de réglage de la coupure, de progression de la coupure, donc on peut faire plus ou moins progressive ou plus ou moins sèche. Et on peut faire exactement la même chose sur les deux faders, grâce à ces deux boutons-là et les reverse qui sont ici. Donc de toute façon, le Magvel Fader Pro, c'est le crossfader qui est là. C'est un des gros points forts de la mixette. Je la replace un petit peu au centre. Donc premier point, l'interface aussi qui permet de dire que c'est une table plutôt hip-hop, notamment la partie mixeur qui est très très épurée. On voit bien qu'autour des faders et du crossfader, puisqu'on va les solliciter beaucoup, il n'y a aucun bouton qui est mis autour. Donc ça c'est plutôt bien parce que sinon on aurait tendance à appuyer dessus par inadvertance et faire des bêtises. Donc c'est très bien d'avoir pensé à épurer toute cette partie-là. Puisque j'en suis à parler des sections, juste au-dessus on a la section pad qui va permettre de contrôler soit les effets analogiques de la mixette quand on est en mode analogique, soit les performance pads, c'est-à-dire tous les modes de pad de Serato DJ quand on est en mode numérique. Ensuite, on a toute la section d'effets. Donc là, on a la partie des sections d'effets numériques qui seront pilotées par Serato DJ. Et on a la partie d'effets analogiques qui sont internes à la mixette. Et c'est les mêmes effets que la DJM 909. Et c'est des effets de très très bonne qualité. Et puis ensuite, on a la partie, on va dire, chargement des morceaux, en tout cas pour ces deux petites sections-là. Pour chaque player, en tout cas ça c'est en mode numérique, et en mode analogique et numérique, on a bien évidemment toute la section d'égalisation, des filtres low pass, high pass sur chaque voix, et on peut remplacer d'ailleurs la fonction, c'est pas forcément obligatoire que ce soit des filtres. Et puis on a bien sûr le choix des entrées qui se passe ici, et au centre on a le master, la sortie des retours, et puis des fonctions utilitaires avec un petit logiciel qui est interne à la console. Donc voilà un petit peu pour les sections. Donc ensuite, troisième point qui permet de montrer que c'est une table hip-hop, tout simplement parce que c'est une table de voix. Et c'est vrai que c'est assez rare de la part des constructeurs de proposer des tables hip-hop à 4 voix, parce que tout simplement les DJ hip-hop font très rarement des mix à 4 platines. En général, 2 platines leur suffisent. Et enfin, l'ergonomie de la mixette rectangulaire montre aussi que c'est plutôt prévu pour être mis entre 2 platines qui vont être mises à la perpendiculaire également. Donc ça, c'est aussi un point qui montre que c'est une mixette hip-hop, mais elle peut aussi de toute façon très bien marcher pour mixer de la house ou de l'électro, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc comme j'ai dit, la mixette peut fonctionner en mode analogique tout comme en mode numérique, grâce à des convertisseurs de qualité. Et au niveau du son, ça va vraiment être de la bonne qualité, puisque c'est les mêmes convertisseurs que ceux qui sont dans la dernière DJM 2000 Nexus. Et donc cette mixette, elle a une bonne réputation parce que la qualité des effets et la qualité du son. Donc là, on va bénéficier de la même qualité.
Donc en mode analogique, il est possible de mixer bien entendu des vrais vinyles et des vrais CD via les connectiques qui sont ici, CD line et phono. Donc jusqu'ici, c'est tout à fait classique. Et comme je l'ai dit aussi, en mode analogique, il y aura la partie BitFX Select, c'est-à-dire les effets internes de la mixette. Mais on va faire un test spécial analogique pour ça, il y aura plus de détails dans cette partie-là. En mode numérique, la table, elle devient une sorte de télécommande du logiciel Serato DJ. Donc en fait, les potentiomètres et divers boutons de la table vont piloter via du signal MIDI toutes les fonctionnalités du logiciel Serato DJ, y compris les effets, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va se passer ici. Enfin pareil, plus de détails dans la partie du test numérique de la mixette. On va faire là un petit tour des accessoires qui sont fournis. Donc on a évidemment un câble d'alimentation, un câble USB, un mode d'emploi papier. Encore une fois, ça c'est vraiment bien de le faire en papier et tout est bien décrit dedans. Là-dessus, Pioneer, ils font vraiment bien les modes d'emploi. Je trouve que c'est très pédagogique. On a, je les ai pas ici, je peux pas vous les montrer, mais il y a aussi deux CD de contrôle pour Serato DJ pour ceux qui voudraient par exemple utiliser des lecteurs de CD de type CDJ. Il y a aussi une carte de garantie et il y a aussi deux amortisseurs coussinés de fader inclus dans la mixette. Et bon, ça, je ne peux pas vous les montrer tout de suite. Vous verrez ça dans la partie du test du Magvel Fader Pro. Je vais faire une partie dédiée exprès pour ça. Donc là, on va faire un descriptif maintenant des connectiques arrière et avant. On va commencer par l'arrière. Je vais essayer de mettre ça en dehors des reflets. Voilà, donc la sortie master est en XLR, hein, c'est normal, c'est une sortie professionnelle avec quand même un atténuateur possible, au cas où vous sorteriez un niveau qui est vraiment trop fort pour le type d'entrée qu'utilisera par exemple un G-Son. On a une autre sortie master qui est liée en RCA, donc celle-ci je pense qu'elle sert à s'enregistrer en mode analogique vers un autre enregistreur. Alors il faudra juste savoir par contre que le niveau du master sera le même, d'enregistrement sera le même que celui qui sort par le XLR. Ensuite ils ont mis deux sorties en jack TRS pour les retours, donc idem c'est des sorties professionnelles pour éviter d'avoir... J'ai essayé de la mettre autrement. Ah, voilà, comme ça c'est bien. Il y a moins de reflets. Donc je disais, c'est des sorties professionnelles pour essayer d'avoir le moins de parasites, le moins de buzz dans les retours. Donc c'est des sorties symétriques en fait. Voilà. Ensuite, on a le choix pour chaque tranche d'une entrée phono et d'une entrée CD line. Donc, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, ça c'est la section alimentation, c'est pas la peine que j'en parle. Une entrée micro, dont on peut changer le niveau d'entrée en line. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Par exemple, un micro numérique faudra peut-être le mettre en line, un micro analogique faudra peut-être le mettre en mic, et après on peut rentrer n'importe quoi d'autre en mono de niveau line, donc ça peut faire une entrée supplémentaire. Ensuite on a une entrée auxiliaire, donc ça c'est très bien aussi d'avoir ça. Ça permet soit d'ajouter j'en sais rien, moi par exemple une boîte à rythme, un deuxième sampler, ou chaîner par exemple une autre mixette. Et ensuite on a deux ports USB. Alors pourquoi deux ports USB ? Bah, tout simplement parce qu'ils ont eu la bonne idée de mettre deux cartes son dans la mixette. Et en fait, ces cartes son sont affectées à deux circuits dans la mixette qui vont permettre de choisir en fait deux players par ordinateur. C'est-à-dire là, on a par exemple l'ordinateur A et l'ordinateur B, et on pourra choisir le player 1 et 3 sur la voie 1 et le player 2 et 4 sur la voie 2. Donc par exemple, l'intérêt d'avoir fait ça, c'est tout simplement dans le cadre d'un changement de DJ qui utiliserait aussi Serato DJ, bien entendu. L'intérêt, c'est de pouvoir que chacun se branche en fait son ordinateur sur la même mixette et pouvoir passer de l'un à l'autre sans avoir à couper le son. Donc, par exemple, le DJ A se mettra en A1 sur la voie 1 et A2 sur la voie 2, et le DJ B se mettra en B3 sur la voie 1 et en B4 sur la voie 2.
Donc ça, c'est vraiment aussi une grosse nouveauté et un gros point fort de la part de Pioneer. C'est vraiment une très bonne chose. Et on va finir par les réglages qui étaient en façade à l'avant. Donc on a parlé du crossfader. Il reste les entrées phono, évidemment une entrée phono en jack et en mini jack. Et ensuite, au niveau du micro, là, ils ont bien fait les choses. On a évidemment un switch on-off, le réglage du niveau, une possibilité d'égalisation dans les bas et dans les aigus, et un écho supplémentaire et une fonction talk-over. La fonction talk-over, je ne vais pas en parler maintenant, puisqu'on va faire aussi une partie spécialement dédiée à ça. Et enfin, ils ont mis le bouton d'auxiliaire, d'entrée du niveau d'auxiliaire ici. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été préférable qu'il soit en façade accessible à côté du sampler volume, par exemple, ici. Bon, voilà, ça aurait été plus pratique, mais enfin, ça, c'est pas bien grave. Ensuite, au niveau du casque, on a le volume du casque qui est ici. Et le choix de l'écoute, soit le master, soit les préfaders. Et ensuite, donc, en mode préfader, on pourra choisir d'écouter la voix 1 ou la voix 2 grâce à un petit mélangeur, une sorte de petit crossfader. Donc ça, moi, j'adore ce système-là. C'est vraiment pratique et simple. Vous voulez écouter la platine de gauche, vous mettez à gauche. Vous voulez écouter la platine de droite, vous mettez à droite. Vous voulez écouter les deux, vous mettez au milieu. Voilà. Que dire de plus ? Au niveau du poids et de la maniabilité, la mixette, elle pèse 4,6 kg. Donc moi, vous voyez, je suis pas quelqu'un de très robuste, très costaud. J'ai pas vraiment de problème à la manipuler. Donc là-dessus, tout va bien. Et sur l'ergonomie, j'en ai déjà parlé au tout début. Elle s'intègre vraiment très bien entre deux platines mises à la verticale. Que dire de plus ? Oui, juste un petit détail. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de fonction synchronisation ni de fonction slip. Donc ça, c'est des fonctions évidemment qui sont liées à Serato. Sur la façade, alors je pense que ça a été fait exprès de la part de Pioneer parce qu'ils savent que les DJ, notamment les scratchers, boycottent un peu la fonction synchronisation. Mais je trouve ça dommage en fait de ne pas avoir mis le bouton parce que bon, moi je pense que la synchronisation c'est pas forcément quelque chose de négatif à partir du moment où ça nous permet de faire plus de performance. C'est-à-dire que le temps qu'on gagne à synchroniser les morceaux, eh bien on le gagne pour faire plus de prestations, plus de performance. Et moi personnellement c'est comme ça maintenant que j'utilise un peu les contrôleurs, c'est-à-dire que j'utilise des fonctions 5, mais par contre c'est pour en faire 2 fois plus à côté, c'est-à-dire soit mixer plus de sources, soit faire du scratch, soit faire du passe-passe. Enfin voilà, le but de gagner du temps, c'est pas pour se tourner les pouces, c'est pour en faire plus. Donc je trouve ça dommage qu'ils aient pas proposé les boutons. Après, on s'en sert ou on s'en sert pas. On aurait pu les désactiver. Je trouve ça dommage de pas les avoir. De même pour la fonction slip de Serato, il y a des gens qui l'utilisent. Je trouve ça dommage de pas l'avoir sur la mixette. Bon, voilà, c'est le seul petit point. Je pense que je trouve négatif. Que dire de plus ? Oui, à la première installation, il y a une mise à jour du firmware à faire de la mixette. Mais bon, ça c'est pareil, c'est expliqué dans la mixette, c'est très simple et tout est disponible sur Internet. Ça prend environ 2-3 minutes à faire. Et ensuite, je tiens à préciser que la licence de Serato DJ est intégrée dans la mixette. Donc en fait, ça marche directement en mode plug and play via le câble USB. En gros, vous branchez votre mixette via le câble USB et toutes les fonctions dans Serato DJ vont s'ouvrir. Voilà, donc j'ai fini pour la présentation sommaire. On va commencer à regarder en détail comment fonctionne la mixette et on va commencer tout de suite par l'étude du Macvel Fader Pro. A tout de suite. Recoucou, donc c'est parti pour le test en profondeur du Macvel Fader Pro. Donc là j'ai fait exprès de coller la caméra tout près pour vous montrer un petit peu comment on démonte le bouton pour accéder aux réglages qui sont à l'intérieur. Alors, il y a une petite encoche en fait, il y a un système de sécurité comme une sorte de bac de serrage à retirer. C'est le petit trait blanc que vous voyez sur le bouton. Donc il faut prendre quelque chose d'assez fin et le soulever par en dessous comme ça. On ne peut pas le faire de ce côté-là, ça se fait de l'autre côté. Donc je vais le faire devant vous. Alors, toujours avec tact et précaution, parce que ce genre de truc, c'est un peu fragile. Et j'ai toujours peur quand je fais ce genre d'opération de casser quelque chose. Donc voilà la fameuse petite bague de serrage. Voilà,
je la montre bien, dans le creux de ma main. Système assez astucieux. En fait, c'est un système qui est pensé pour que le bouton, déjà, il tient très bien sur la patte, mais c'est un système qui est supplémentaire pour éviter que le bouton s'en aille. Parce que ça, dans les anciennes mixettes d'ancienne génération, au bout d'un moment donné, le moulage finissait toujours par se détendre et le bouton finissait toujours par se détacher de la patte. Et ça, quand ça arrivait en pleine prestation, notamment pendant les championnats, c'était juste pas possible du tout. Donc, les concepteurs de Crossfader ont pensé à des nouveaux systèmes bien plus efficaces. Et là, j'avoue que c'est quand même bien pensé. Donc ensuite, il faut retirer le bouton en forme de biseau. Et alors là, pour ce faire, vous n'y arriverez pas avec les doigts. Premièrement, parce qu'il est tellement bien ancré que ça glisse. Et puis deuxièmement, je déconseille de faire comme ça parce que vous risquez de déformer la pâte ou casser quelque chose. Donc dans ces cas-là, il faut prendre quelque chose de rigide, comme par exemple une vieille règle un peu souple. Moi j'ai retrouvé ça, ça fait très bien l'affaire. La passer sous le bouton et soulever la règle. Alors évidemment, ça va éjecter le bouton d'un coup, mais vaut mieux ça que de casser quelque chose. Donc on voit, hop, voilà. Comme prévu, il a sauté. Donc voilà le bouton, je vous le montre un peu plus près. Et il y a un moulage spécial à l'intérieur aussi en fonction de la petite encoche qui se trouve là. Petite encoche qui se retire en dernier. Voilà, et en fait, comme vous voyez, il y a un trou dans la patte du cross et il faut caser la petite encoche qui se trouve ici dans ce petit trou. Et c'est ça qui permet au bouton de bien tenir d'ailleurs, de ne pas avoir trop de jeu. Donc ça, c'est super bien pensé. Et voilà, et donc manipuler avec précaution parce que c'est du plastique, ça va se casser très facilement. Et puis, ça peut vite se retrouver perdu. Donc faire assez attention. Voilà. Donc comme j'ai déjà démonté tout le reste, on a gagné du temps. C'est-à-dire que j'ai démonté les 2 boutons des 2 autres crossfaders, j'ai retiré tous les autres boutons qui étaient sur la mixette, plus les vis. Donc maintenant, on peut retirer le panneau. Et là, je vais faire pivoter la caméra un peu plus au-dessus, de façon à ce que vous voyez un petit peu de plus près comment est le crossfader. Et je vais juste remonter un petit peu l'angle, parce que c'est important que vous voyez la partie à droite, parce qu'en fait, les fameux amortisseurs de remplacement sont ici. Et on les retrouve ici, au niveau du crossfader. Donc, vous pouvez entendre le bruit du clic avec les amortisseurs. Et maintenant, sans l'amortisseur. Voilà, donc l'amortisseur amène une certaine souplesse. Et il amène aussi une certaine précision au niveau de la coupure, du point de coupure du crossfader, puisqu'il y a une forme de butée qui se crée. Voilà, donc maintenant, en fait, on choisit la dureté de la butée. Donc, en fait, les amortisseurs vont du plus dur au plus souple. Donc, je viens de vous montrer comment changer. On pourrait très bien mettre un amortisseur dur. Bon, je vais le faire comme ça. Vous verrez la différence. Voilà, un amortisseur un peu plus dur. Et donc, du coup, la différence entre un souple et un dur. Voilà, le rebond est à peu près le même. Ça ne change pas grand-chose. C'est juste vraiment une question de confort, de clic et de butée. Hop là, le truc est parti un petit peu loin. Voilà, moi, en tout cas, je préfère l'amortisseur d'origine, donc je le remets. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la nouveauté du Magvel Fader Pro. Je vais remettre la caméra en position comme ceci pour vous montrer comment remonter le bouton. Donc une fois qu'on a fini les petits réglages, on remet la plaque. Voilà, et on remet le bouton. D'abord la petite encoche. Donc la petite encoche dans le trou du crossfader. Hop, voilà. Ensuite, il faut mettre
le bouton. Et là, il faut bien suivre l'encoche qui correspond à l'encoche en plastique qui a été mise juste avant. Et en fait, ça va guider plus ou moins tout seul la patte. Voilà. Donc on enfonce un tout petit peu, mais pas trop, puisque la fin du serrage va se faire avec cette espèce de petite bague qui se met comme ceci. Et voilà. Bien, donc maintenant, on a vu un petit peu l'intérieur du Macvel Fader Pro. On va voir maintenant ce qu'il donne en termes de coupure avec le son. Donc je vais brancher les platines et puis on va scratcher un petit peu pour voir, pour évaluer un petit peu tout ça. À tout de suite. Bien, donc on vient de voir juste avant les réglages internes du Macvel Fader Pro. Maintenant, on va faire un petit peu de scratch pour évaluer un petit peu la qualité de la coupure à l'oreille. Et puis on va voir un dernier réglage que j'ai pas pu montrer puisque cette fois-ci, il faut le faire depuis le logiciel d'utilitaire de réglage de la DJI MS9 dans l'onglet Préférences. C'est le point de départ de coupure du crossfader à partir du bord de la mixette. Donc par défaut, il est réglé au plus court possible, c'est-à-dire à 0,3 mm du bord. C'est-à-dire que là, j'envoie de la modulation, c'est-à-dire que je suis en train de scratcher et j'envoie le son du scratch dans le canal de gauche, mais comme j'ai mon crossfader qui est complètement collé au bord, j'ai pas de son qui passe, donc jusqu'ici c'est normal. Mais pour avoir le son, il va falloir que j'avance le crossfader de 0,3 mm à partir du bord. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 court. Voilà, donc comme vous pouvez voir, je bouge à peine le cross et le son rentre à son amplitude maximale. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose pour le scratch. Mais si je voulais, je ne sais pas si le fait que ce soit très court, ça me dérange. Si je voulais décaler ce point de coupure un petit peu plus loin du bord, c'est possible. Donc ça se passe ici. On peut aller jusqu'à 2, 3, 4... 5 mm 5 du bord. Donc là, maintenant, il va falloir que j'avance de 5 mm 5 avant d'avoir le son qui arrive. Voilà, donc c'était beaucoup plus loin. Donc, comme évidemment la distance est plus longue avant d'avoir le son à son amplitude maximale qui rentre, enfin qui sort de la mixette, forcément, ça va générer un petit peu plus de latence pour le scratch. Donc, je vais essayer. À mon avis, ça va me donner des cuts qui vont soit sauter, soit carrément, je vais être en retard sur ce que je veux faire. Ouais, c'est pas terrible. Donc, je vais remettre ça au plus court possible. Je vais recommencer exactement le même scratch, donc du cut, ce que j'ai voulu faire juste avant. C'est bien mieux. Bien, maintenant, je vais faire une série de scratchs un petit peu acoustiques pour que vous puissiez, depuis chez vous, évaluer la qualité de la coupure, que je trouve vraiment très 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 bonne sur cette mixette. Donc, on va commencer par un scratch de base. On va faire un chirp. Donc voilà, vous m'excusez si c'est pas parfait parce que je m'entends pas très très bien. J'ai mis les retours très faibles derrière moi, donc je m'entends très très peu. Donc je sais pas trop ce que ça donne, mais je pense que ça ira. Je vais faire un petit peu de cut maintenant. Ok, maintenant on va faire le scratch un petit peu ultime, c'est-à-dire le crab. Donc la technique du crab, c'est une technique de poussoir avec le pouce et de venir taper le cross avec 3 doigts très rapidement, de façon à faire des coupures qui soient très très rapprochées, donc très très rapides. Donc si ces 3 coupures, elles sortent, ça veut dire en général que le cross, il est quand même de bonne qualité. Donc là, je vais faire exprès de faire un crab et je vais faire exprès d'accélérer pour voir si les coupures continuent à être bien distinctes.
Voilà, en espérant ne pas avoir fait de raté vu que je m'entends très mal. J'espère que vous avez pu apprécier, grâce à ces petits scratchs acoustiques, la qualité de la coupure. Évidemment, on pourrait faire quelque chose de bien plus souple et progressif comme un fader en réglant les réglages de courbe interne. Donc là, je vais le faire. Je vais le mettre au maximum. Et maintenant, la transition va être beaucoup plus progressive. Voilà, je viens de transformer en gros le crossfader en fader, mais ça n'a aucun intérêt, donc je vais le remettre à son point de départ. Et maintenant, on va voir aussi ce qu'on peut faire avec les faders. Donc évidemment, on peut avoir une utilisation de volume progressif comme sur une mixette classique. Donc c'est réglé comme ça d'ailleurs à la base. Voilà, mais je pourrais aussi régler le fader de façon à ce que je puisse scratcher avec. Donc, par exemple, si je mets la courbe au plus court possible, ça donne ceci. Voilà, c'est-à-dire que la coupure maintenant se fait au bas du crossfader. Et par contre, la distance, on ne peut pas la régler comme pour le crossfader. A priori, ça semble être un petit peu plus que 0,3 mm avant que le son arrive. Ouais, là, il y a au moins peut-être 2-3 mm. Donc moi, je vais essayer de scratcher comme ça. À mon avis, ça va pas m'aller du tout parce que ça revient à scratcher en inversé, c'est-à-dire que la butée est en bas et il va falloir que je pousse le crossfader vers le haut pour faire des cuts. Donc c'est un petit peu comme si avec le crossfader, je partais de la gauche et que je cutais dans ce sens-là. Donc ça s'appelle scratcher en hamster, en inverse, et ça, moi, je sais pas le faire du tout, c'est pas du tout dans ma logique. Donc je vais essayer quand même, à mon avis, ça va me perturber d'essayer de scratcher comme ça. Ouais, c'est très très laborieux. Par contre, ce que je vais essayer, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire de faire en sorte que le point de coupure parte vers le haut et que ça se fasse vers le bas, parce que ça, ce sera plus dans ma logique. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est juste d'inverser le fader. Voilà, donc normalement, la coupure devrait maintenant se faire en haut. Voilà, donc la coupure maintenant se fait du haut vers le bas. Donc la distance, je vais vérifier, tiens d'ailleurs, si c'est toujours la même. On va voir. Si c'est calibré, pareil. Oui, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire qu'il faut à peu près la moitié de distance entre deux traits, avant que la coupure soit effective, à peu près ici. Par contre, maintenant, moi, je suis dans un sens qui me convient, donc à mon avis, je peux scratcher maintenant dans ce sens-là. Comme la distance est un petit peu plus longue, je vais essayer le crab et on va voir ce que ça donne. À mon avis, ça va être beaucoup moins net que sur le crossfader, mais je devrais peut-être réussir à le sortir quand même. Enfin, en tout cas, je l'espère. Voilà, donc moi je vous l'ai dit, j'ai un retour très faible, j'ai aucune idée de ce que ça donne. J'espère que j'ai quand même réussi à sortir le crab avec. Bon voilà, j'ai montré tout ce qu'il y avait à montrer au niveau du scratch. Je pense que vous allez tous être d'accord pour dire que la coupure du crossfader est vraiment très 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 bonne. Et c'était un petit peu le but de l'exercice. Donc voilà, un petit peu pour ce point, on va passer à la suite. En introduction, je m'étais intéressé un petit peu au panel de devant de la mixette et notamment aux différentes fonctions qui étaient indiquées pour le microphone. Donc là, je trouve que Pioneer ont mis le paquet sur la DJMS 9 à ce niveau-là, sur les réglages du micro. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne.
Donc on a évidemment un réglage du niveau d'entrée que je conseille de régler entre 0 et 9 dB à peu près pour éviter de saturer parce que quand ça sature, ça s'entend plutôt bien. Ensuite, on a des réglages de bas et d'aigu au niveau de l'égalisation. Donc là, je coupe complètement le bas sur ma voix pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Là, je monte un peu, même complètement les basses, donc c'est pas très beau. Je vais retourner à 0. Maintenant, les aigus. Je coupe complètement les aigus sur ma voix. Je continue de parler pour que vous puissiez voir. Normalement, ça doit étouffer un peu le son de ma voix. Je remets les aigus à 0. Et là, je les monte plus que ce qu'il faut. À mon avis, ça va rendre ma voix un peu trop brillante. Donc moi, je vais me faire un petit réglage à peu près comme ça, parce que je sais que j'ai une voix assez grave. Voilà, donc là, je pense que c'est pas mal. Et ensuite, on a une petite cerise sur le gâteau. On a un écho. Alors quand on le règle assez bas, ça ressemble plutôt à une reverb. Donc là, je vais le faire. Voilà, on est plutôt sur un effet de reverb. Et plus on va monter en fait dans les réglages, plus on va dire, les réflexions de l'écho vont s'espacer dans le temps. Donc voilà ce que ça donne. Je continue de parler. Je continue. Là, on arrive chez et là, on est chez Donc, c'est cool. C'est vraiment bien d'avoir mis un effet comme ça. Là, moi, je vais me mettre juste un petit peu de reverb, histoire de. Donc c'est vraiment cool. Le seul petit truc que j'aurais à redire à Pioneer peut-être, c'est que le dry wet est vraiment très prononcé. C'est dommage qu'on puisse pas le régler parce que sur la fonction talk cover, il y a tout un tas de réglages possibles et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas accès aussi à un accès du dry wet, au réglage du dry wet de l'écho. Enfin bref, on ne va pas se plaindre, c'est déjà super bien d'en avoir un. Franchement, c'est une superbe idée. C'est assez cool, bravo Pioneer. Donc ensuite, la méga cerise sur le gâteau, c'est la fonction talk cover dont je viens de parler. Qu'est-ce que c'est que la fonction talk cover? En fait, c'est une fonction de sidechain. Alors qu'est-ce que c'est le sidechain pour les plus débutants d'entre vous? Le sidechain, c'est une technique de compression par une clé externe en fait. Alors la compression va s'effectuer sur la musique et la clé externe, en l'occurrence, c'est le micro, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire ma voix. Donc tout à l'heure, je me moquais un petit peu de l'écho sur les forains. Les forains, ils utilisent aussi justement ça, les fonctions talk cover, les fonctions sidechain, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils parlent dans le micro, ça coupe la musique ou en tout cas, ça baisse nettement le niveau de la musique. Et bien la fonction sidechain, c'est ça, c'est la fonction talk cover. Donc je vais vous montrer tout simplement en musique ce que ça donne. Donc là, pour le moment, je ne l'ai pas activé. Donc on entend bien que quand je parle, il n'y a pas d'effet de pompage sur la musique, elle reste exactement au même niveau. Maintenant, j'active la fonction talk cover, et quand je parle, waouh, ça fait pomper la musique. Donc ça, c'est vraiment bien, par exemple, pour les annonceurs en boîte de nuit. J'en sais rien, moi, quand il y a un guignol qui a oublié de retirer sa voiture et qu'il faut l'annoncer, c'est plutôt pas mal quand on prend le micro et qu'on parle comme ça directement dedans, que ça coupe complètement la musique. Mais on peut régler ça autrement et c'est là que Pioneer ont mis le paquet. Donc pour ça, il faut accéder au menu Utility utilitaire de la mixette. Donc c'est ce petit bouton-là, Panel Utility. Il faut appuyer plus de 2 secondes dessus pour accéder au menu utilitaire. Voilà, donc là la section BitFX maintenant propose les différents utilitaires qui sont dans la console. Donc là moi je vais aller à ceux qui m'intéressent, c'est-à-dire ceux du micro, et notamment la fonction Mic Talk Cover. Donc ensuite, pour accéder aux fonctions secondaires, pour changer les fonctions, il faut appuyer sur le bouton Shift. Et là, je peux choisir entre le mode normal ou avancé. Alors le mode normal, c'est celui qui est activé pour l'instant. La compression se fait sur le volume de ma voix et sur toutes les fréquences de ma voix et surtout sur toutes les fréquences de la musique. C'est-à-dire que dès que je parle, ça va baisser le volume de la musique et de toutes les fréquences de la musique. Mais en mode avancé, on passe en mode compression multibande. Et là, du coup, la Pioneer analyse les fréquences de ma voix qui sont les plus fortes pour les enlever sur la musique. Donc en gros, ça va pas couper tout le spectre de la musique, uniquement celui où on a besoin de faire la place pour bien comprendre ma voix. Donc je l'active, vous allez entendre tout de suite la différence.
Voilà, maintenant je parle, on entend bien qu'il y a un pompage qui se crée, mais on continue d'entendre les aigus. Alors c'est normal puisque j'ai une voix qui est plutôt basse, ça pompe la musique dans le bas et pas sur les aigus. Donc ça c'est un réglage que je vais plutôt préconiser pour les rappeurs par exemple, qui voudraient poser, j'en sais rien, moi ils amènent leur DJ, le DJ balance les instrumentales sur le disque, et les rappeurs veulent poser par-dessus. Là je pense que le mode en compression multimande est bien plus adapté pour eux que pour faire une annonce par exemple. Voilà, alors maintenant on peut dire c'est cool d'avoir les deux modes, mais ça compresse quand même encore un petit peu trop. Et bah ça aussi on peut le régler. Il faut aller dans le menu Talk Cover Level, et là en fait on choisit tout simplement le seuil de compression. Donc là j'étais à moins 24 pour que ça s'entende bien. Je vais faire l'opposé à moins 6, donc c'est-à-dire le moins, on va dire le moins d'effet de compression possible. J'active, et là voilà, maintenant vous entendez la différence. Ça devrait pomper nettement moins. Je vais repasser en mode normal. Voilà, donc là on compresse un petit peu plus gentiment. C'est quand même assez bien réglé tout ça. Bravo Pioneer. Bien, je vais me remettre un petit peu d'écho. Et puis on va passer maintenant au test de la mixette en mode analogique. Oui. Ok, maintenant on va passer à la section analyse de la mixette en mode analogique. On va voir quelles sont les fonctions qui sont disponibles et celles qui ne le sont pas. On va commencer par celles qui ne le sont pas. Alors évidemment, la section de navigation des morceaux, puisque là on fonctionne avec du vinyle analogique, on ne peut pas avoir accès à la navigation des morceaux qui est vraiment propre à Serato DJ. On ne peut pas avoir non plus accès aux effets de bouclage et on ne peut pas non plus avoir accès aux effets de Serato DJ. Par contre, les performance pads vont marcher quand même sous une forme de FX Trigger, c'est-à-dire qu'ils vont piloter des paramètres, des effets internes de la console qui sont disponibles. Donc c'est la section BitFX Select. Voilà. Et le sampler volume ne sera pas disponible puisqu'il correspond aussi au volume du sampler de Serato DJ. Donc en tout, on a 12 effets disponibles dans la console. Donc vraiment, c'est des effets internes. Et on peut les attribuer à deux banques, la banque A ou une banque B. Donc en gros, on peut accéder à 6 effets sur la mixette via la banque A et la banque B. Alors par contre, pour affecter les effets aux banques, il y a un petit utilitaire qui est fourni avec la mixette. Et voilà, donc justement, quand on va dans l'onglet FX Bank, on peut choisir sa banque A ou sa banque B et paramétrer les 6 effets qui correspondent par banque, tout simplement en les sélectionnant. Donc en tout, je vous ai dit, il y a 12 effets. Voilà la liste: backspin, vinyl break, delay, echo, flanger, high pass et low pass filter, phaser, reverb, roll, spiral, trance et, petite surprise, 3 formes d'ondes de synthétiseur. Alors ça veut dire qu'on peut faire du synthé avec la mixette, et on va aller voir ça juste après d'ailleurs. Donc ensuite, une fois que vous avez sélectionné les effets attribués à votre banque A, vous faites la même chose pour votre banque B, et vous n'oubliez pas évidemment de sauvegarder. Voilà, et comme vous pouvez le voir aussi, chaque effet a 2 paramètres, donc le paramètre principal et un paramètre secondaire. Paramètre secondaire qu'on va pouvoir aussi accéder via la console directement, pas forcément besoin d'être connecté à l'utilitaire pour ça. Ça peut se faire via la console. Mais d'abord, on va regarder cette histoire de synthé. Donc moi, les synthés, je les ai affectés à ma banque B. Donc pour accéder à la banque B, il faut appuyer sur la fonction Shift et sur le bouton banque B. Voilà. Et donc à ma banque B, j'ai affecté un delay sur le premier, un roll sur le deuxième, un transformer sur le troisième, et mes synthés sont là. Fader Sine, donc une forme d'onde, on va dire un peu plus pure. Fader Square, donc là on est dans une forme d'onde carrée, et là on est dans une forme d'onde en dents de scie. Donc là on va prendre la carrée, j'aime bien la carrée. Et puis par exemple, ça permet de faire ce genre de petites choses à la con. Moi je vais refaire la mélodie de Cadet Roussel, on va bien rigoler.
voilà, donc c'est assez fun. Et vous avez remarqué évidemment que chaque pression déclenche une note et dès que je relâche, la note s'arrête. Mais on peut aussi accéder aux différentes notes avec le fader. Bon, j'ai un peu foiré mon coup, je vais refaire ça en mode bien progressif. Alors ça permet évidemment d'accéder aux différentes notes d'une gamme, mais ça permet aussi de faire des effets un petit peu de glide comme ceci. Donc c'est assez sympa, c'est un petit gadget, mais pour les créatifs, c'est un petit gadget intéressant. Et pour naviguer dans les octaves, ça se passe avec les boutons de paramètres. Et les dièses se trouvent sur la ligne de dessus et les tons forts se trouvent sur la ligne du bas en fait. Donc là j'ai la même chose de chaque côté. Et là je vais avoir toute la gamme. Voilà, donc les dièses, les altérations se trouvent à l'étage du dessus et on va dire les notes de la gamme principale se trouvent à l'étage du bas. Donc voilà, bon, je vais pas m'attarder sur ce petit gadget, c'est quand même vachement sympa de la part de Pioneer d'avoir mis ça. On va retourner sur ma banque A où j'ai les principaux effets, on va se remettre sur l'effet d'écho et puis on va voir un petit peu ce que ça donne en musique. Alors, comme on est en mode analogique, l'analyse du tempo évidemment ne se fait pas automatiquement. Donc il y a un bouton tap tempo qui va permettre, en tapant nous-mêmes, en synchronisant nous-mêmes le tempo sur le bouton, de trouver le tempo du morceau. Voilà, donc là je dois être à peu près à 77-78, en tout cas c'est ce que la console m'a trouvé comme tempo. Et du coup ça va synchroniser les vitesses des effets avec celles de la musique. Donc là par exemple sur un écho, on peut déclencher les effets soit à la main avec les petites bascules qui ont été prévues ici. Donc basculer vers le bas va provoquer un déclenchement de l'effet temporaire. Et le basculer vers le haut provoquera un enclenchement de l'effet définitif, en tout cas continu. Et si je veux changer les paramètres de division temporelle, il faut le faire à la main. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Maintenant, si je veux déclencher, avoir accès aux différentes divisions temporelles des effets ou aux différents paramètres des effets, je peux le faire directement sur les performance pads via le mode FX Trigger. Donc, par exemple, un envoi sur cette touche-là provoque un envoi du delay en demi-temps, ici en 3/4 de temps, ici sur un temps, ici sur 2 temps. Donc chaque pad correspond à une division temporelle en fait. Et comme le système est aussi très bien fichu sur la Pioneer, le retour des effets va directement en fait dans le master. Ce qui fait que si on baisse le fader, on n'aura pas de coupure non plus du retour d'effets. Donc par exemple sur une reverb c'est pratique, ça permet de faire des envois de reverb comme ceci. Et même chose pour un écho, ceci dit. Voilà, alors évidemment il faut bien laisser rester le doigt appuyé sur les pads parce que le déclenchement de l'effet se fait en mode tactile. Hein. On touche, ça enclenche. On ne touche plus, ça arrête le déclenchement de l'effet. Et bien sûr, on peut régler aussi le dry wet des effets. Donc là on va essayer un flanger.
avec le petit bouton qui est situé au centre de la mixette. Donc là j'ai mis un flanger sur 4 temps. Et là je dose la quantité d'effets comme je veux. Donc là évidemment je l'ai enlevé. Là, je le remets. Bon, en général le réglage au milieu il est bien pour tout le monde. C'est une belle balance. C'est plutôt bien fait. Je vais remettre un petit peu de son. Maintenant, que dire d'autre sur les effets ? Pas grand chose, on va faire un petit tour de ce qu'il y a de disponible. Le backspin, je crois, il me semble que c'est une sorte de pull-up. Voilà. Le vinyl break, ça doit être une sorte de start-stop. Voilà. Le phaser, ça ressemble un peu au flanger. Et ensuite, j'avais mis d'autres effets. Un delay. Donc ça ressemble un peu à l'écho, sauf que les phases on va dire de profondeur sont beaucoup moins longues en fait que pour l'écho. Un effet de roll. Ah bah du coup ça permet de faire des boucles quand même si on peut pas faire les boucles via cette option là qui est générée par Serato DJ, on peut quand même faire des boucles via la fonction roll analogique. Voilà, donc ça c'est plutôt bien aussi. Et puis un transformer. Oui, alors ça va couper le son. Ça fait un peu comme du cut. Voilà, donc on va pas tous les passer en revue. Comme je vous le disais aussi, on a un super manuel qui montre et explique bien tous les différents FX proposés en mode analogique. Je vais zoomer un petit peu histoire qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Voilà, donc comme vous voyez, non seulement tous les effets sont listés, mais en plus ils sont expliqués dans leur fonctionnement. Donc la Pioneer est là-dessus. Fait plutôt les choses bien. Voilà. C'est juste pour vous montrer à quel point on peut se fier à la marque quand même en ce qui concerne les effets. C'est plutôt bien pensé. Et dernière chose que j'ai pas dit, c'est comment accéder aux paramètres secondaires depuis la mixette. Donc là en fait par exemple on va choisir, on va revenir sur l'écho. Et sur l'écho, le paramètre secondaire qui est proposé, c'est de rajouter on va plutôt je mettre sur la reverb. Le paramètre secondaire proposé sur la reverb, c'est de mettre un filtre qui va couper le bas. Donc, je vous fais d'abord écouter avec le réglage du filtre coupe bas sur la reverb au minimum pour que vous voyez ce que ça donne. Ok, maintenant je vais mettre un coupe bas sur la reverb. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc tout est plutôt complet, tout est plutôt accessible, tout est plutôt bien réglé, tout est franchement très très bien pensé. Maintenant, la dernière chose que l'on n'a pas vue en mode analogique, c'est la qualité des égalisations et du filtre low pass, high pass qui est proposé. Donc on va remettre un petit peu de musique et on va écouter ça. Donc je vais faire ça rapidement parce qu'on sait que Pioneer, au niveau des égalisations, a une qualité de son vraiment très bonne. Donc là vous voyez par exemple quand on coupe les bas, quand ils disent qu'on coupe, ça coupe à mon avis, ça coupe à plus de 110 Hz, voire peut-être 140, 150 Hz. Donc ça tranche quoi, c'est assez tranchant mais en même temps c'est précis. Les médiums. Ça coupe vraiment bien les médiums aussi. Et les aigus. Voilà, on va faire quelques effets de filtrage.
Voilà, donc là je les ai fait par l'égalisation, mais les effets de filtrage c'est toujours mieux de les faire via les filtres qui sont dédiés. Donc là c'était en low pass, maintenant high pass. Voilà, donc les filtres sans surprise sont de qualité aussi. Donc voilà, pour le test analogique, tout va bien, franchement, c'est une superbe mixette, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, on va passer au test numérique, c'est-à-dire la partie télécommande Serato DJ, et là, on va avoir toutes les fonctions de disponibles. A tout de suite. Bien, donc on a vu que le mode analogique posait aucun problème particulier, que tout était bien conçu. On va regarder un petit peu maintenant ce que vaut la mixette en mode numérique. Donc c'est parti. Il faut que je me lève quand même. Donc en mode numérique, la DJMS9 devient une télécommande MIDI du logiciel Serato DJ. Comme je l'ai présenté en introduction, la mixette est équipée de 2 cartes son qui nous permettent de choisir quel player de Serato sera affecté à quelle tranche. Donc là, pour ma part, j'ai affecté le player 1 sur la tranche 1. Donc le player 1 dans Serato, c'est celui-ci. Et j'ai affecté aussi le player 2 de Serato sur ma tranche, sur ma voix 2 pardon, de la Pioneer, et donc sur ma tranche 2. Par contre, on remarque qu'il y a un petit problème graphique, c'est-à-dire que Serato nous dit que les platines qui sont en utilisation, là c'est écrit in use, sont les 3 et 4, enfin les platines, pardon, les players qui sont en utilisation sont les players 3 et 4. En fait, non, ce sont les players 1 et 2. Donc là, je pense qu'il y a un petit bug graphique, une petite inversion de la part soit de Pioneer, soit de Serato. Il y a un mapping qui a été mal fait. Donc, bon, c'est pas bien grave, mais il faut en prendre compte, évidemment. Évidemment, je peux aussi changer à tout moment de player. Donc là, si je veux passer sur l'utilisation du 3, il me suffit de passer sur le 3. Et si je veux passer sur le 4, idem. Je peux aussi également passer à tout moment en mode CD, line ou phono. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'à chaque fois que je switch, il n'y a pas de clic qui se crée dans les voix. Il n'y a pas de petits claques, de petits claquements de son. Donc ça aussi c'est bien pensé, c'est plutôt une bonne chose. Et évidemment, il faut toujours faire attention à quel port on est branché. Donc moi, pour ma part, je suis branché sur le port A. Donc évidemment, les players qui sont valables pour moi, c'est le 1 et 3 du A et le 2 et 4 du A. Donc je vais quand même faire une démo pour vous montrer qu'on peut switcher de tout et n'importe quoi sans aucun problème. Donc j'envoie une instrumentale en mode vinyle, en mode vinyle numérique. Donc je suis sur mon player 2 ici. Et j'ai envie de scratcher moi sur un vrai vinyle. Donc qu'est-ce que je fais? J'enlève mon vinyle Serato DJ. Je prends mon vinyle de scratch analogique. Je passe en mode phono. Je baisse un petit peu le niveau. Et puis je scratch. Hop, j'ai fini de scratcher. Je reprends mon vinyle Serato, mon vinyle digital. Je retourne sur mon player 1. Je pose ma cellule, je me mets sur mon petit point Q. Et j'envoie le son. Hop. Voilà. Donc on peut vraiment tout switcher sans aucun problème. Vraiment l'intérêt d'avoir mis 2 cartes son, c'est vraiment une super chose. Que dire de plus? Au niveau des paramètres de visualisation du logiciel Serato, il existe différentes fonctions disponibles depuis la mixette directement. Donc pour changer l'apparence des players, il faut appuyer sur les boutons Shift et Back pour accéder en fait à la fonction secondaire View. Donc en fait à chaque fois d'ailleurs qu'on veut accéder à une fonction secondaire, ça se passe toujours avec le bouton Shift et le bouton qui est au-dessus. Donc là la fonction View va permettre de paramétrer les différents affichages des players de Serato. Donc là moi je retourne sur voilà, l'affichage
le plus épuré parce que c'est celui que je préfère, qui laisse le plus de place en fait à la playlist. On peut aussi, via le bouton Panel, accéder aux parties cachées de Serato, enfin en tout cas afficher les parties cachées de Serato, donc c'est-à-dire l'enregistreur, la fonction flip l'enregistreur, et la section d'effets et la section du sampler. Voilà, donc moi je vais retourner sur la section d'effets, comme ça ce sera fait pour la suite. Donc voilà en tout cas pour les différents boutons de réglage d'affichage de Serato. Maintenant on va passer à la partie navigation, chargement des morceaux. Donc la navigation se fait grâce au bouton Browse et au bouton Back pour aller dans les playlists. Voilà, donc là je suis dans les playlists, je choisis par exemple ma playlist Progressive House. Maintenant j'y suis et maintenant je sélectionne mes morceaux et si je voulais le charger par exemple sur mon player 1A, il me suffit d'appuyer sur le bouton Load. Donc là je ne vais pas le faire parce que je veux garder les morceaux qui sont chargés dessus, mais je pourrais l'envoyer dans mon dossier de préparation, donc toujours avec la fonction Shift Load, et on envoie ça dans le dossier Prepare. Donc là je suis sur le morceau DocTag, Shift plus Load, l'envoie vers Prepare. Je vais quand même vérifier que ça a été fait. Voilà, mon morceau il est là, DocTag, ça a bien fonctionné. Voilà, donc je retourne dans mes playlists. Hop, voilà. Donc voilà un petit peu pour la navigation et pour le chargement. Il n'y a pas plus, et c'est pas plus mal, de toute façon, il n'y a pas besoin de plus. Maintenant, on va passer aux opérations de bouclage. Donc, grâce à la fonction 4-bit loop, on peut activer une boucle automatique de 4 temps par défaut. Voilà ce que ça a donné. 1, 2, 3, 4. Donc là, il a bien créé une boucle de 4 temps que je vais pouvoir réduire en temps, enfin diviser ou augmenter avec les boutons divisé par 2 ou x2. Donc là, moi, je vais la diminuer. Et pour la désactiver, il suffit de appuyer sur le bouton 4-bit loop. Voilà. Et pour l'effacer, parce qu'elle peut être restée en mémoire, il faut appuyer sur la fonction Shift 4-bit loop. Voilà. Donc là, je viens de créer une boucle automatique, mais je pourrais très bien aussi créer une boucle manuelle avec les fonctions in et out. Donc il faut appuyer évidemment sur la fonction Shift et appuyer sur la fonction Shift divisé par 2, ça revient à mettre un point d'entrée in, et appuyer sur la fonction Shift multiplié par 2 revient à mettre un point de sortie out à la boucle. Donc c'est parti, on va créer ça. Point d'entrée, point de sortie. Et idem, je peux de nouveau raccourcir ma boucle. Et la désactiver tout en la supprimant. Hop, voilà. Donc voilà pour les systèmes de bouclage, très simple, très efficace. Maintenant, on va passer à la section des effets. Alors, au niveau des effets de Serato, on retrouve exactement le même fonctionnement qu'en mode analogique, et les effets qui étaient disponibles en mode analogique le sont aussi en mode numérique, c'est-à-dire qu'on peut bénéficier des effets du mode BitFX Select et aussi des effets de Serato via le mode Serato DJ FX Select. Par contre, le seul petit hic, c'est qu'on ne peut pas cumuler les deux, ça c'est un petit peu dommage. Et le deuxième petit hic, c'est que le bouton Dry Wet des effets est le même pour les deux sections. Donc je dis que c'est un petit hic en fait parce que certains effets de Serato DJ ont des niveaux beaucoup plus forts et sont pas forcément très bien équilibrés entre eux, contrairement à ceux de Pioneer qui sont vraiment tous très bien équilibrés. Donc de temps en temps, il faut un petit peu retoucher au bouton Dry Wet, surtout quand on utilise ceux de Serato, parce qu'il y a vraiment des grosses différences de niveau en fonction des effets qu'on utilise. Enfin bon, ça, Pioneer, il peut pas grand-chose, à la limite, c'est l'équilibrage des
des effets de Serato qui seraient peut-être à revoir en interne. Je vais quand même montrer comment fonctionne la fonction Serato DJFX Select parce que pour l'activation des effets, ça va être la même chose, hein, la bascule vers le bas pour une activation temporaire et la bascule vers le haut pour une activation continue. Et puis via les boutons paramètres, on pourra changer les différentes quantisations. Donc ça, on l'avait déjà vu en mode analogique. Maintenant, pour affecter les effets aux différentes touches du Serato DJFX Select, là, il faut le faire directement dans Serato. Donc, on a une section FX1 avec 3 effets possibles et une section FX2 avec 3 effets possibles. Et en fait, ça correspond à ces sections-là. La section FX1 est ici et la section FX2 est ici. Donc, sur mon FX1, j'ai mis un repeater. Sur mon FX1.2, ici, j'ai mis un epic reverb. Sur mon FX1.3, j'ai mis un break echo. Sur mon FX2.1, j'ai mis un beat crush. Sur mon FX2.2, j'ai mis un transform. Et sur mon FX2.3, j'ai mis un flanger. Donc, je vous montre un petit peu aussi la liste qu'il y a dans toute la liste qui est disponible d'effets dans Serato. Et il me semble qu'on peut encore en avoir plus via différentes options. Bon, voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Je vais faire écouter vite fait les effets que j'ai attribués pour montrer que ça fonctionne pareil et que tout marche bien. Donc voilà pour le repeater. Maintenant la reverb. Et idem, comme je l'avais dit pour le mode analogique, les retours d'effets sont directement envoyés dans le master. Donc quand on coupe le send, on ne coupe pas le retour. Ça aussi c'est une très bonne chose. Ça permet de faire des envois comme ça. Voilà. Ensuite, on a un break echo. C'est une forme d'effet de ralentissement. Un beat crush. On transform. Et un flanger. Bon, voilà. C'est juste pour montrer. J'aurais pu en mettre plein d'autres ou en choisir d'autres. Une chose aussi que j'avais oublié de dire en mode analogique, c'est qu'on peut router l'ensemble du retour des effets sur la section du sampler de Serato. Donc ça se passera sur le volume du sampler qui est ici, ou bien sur l'auxiliaire. Donc là, moi, je vais pas vous le montrer parce que j'ai rien du tout branché en auxiliaire. Et en général, moi, mes samplers, je mets déjà un peu de reverb dedans, donc j'ai pas besoin de rajouter des FX. Mais on peut très bien router les effets vers ces choses-là, l'auxiliaire et le sampler. Il suffit d'appuyer dessus d'ailleurs et ça se met en mode clignotant pour vous indiquer que vous avez routé les effets, par exemple là sur l'auxiliaire. Donc voilà au niveau des effets. Maintenant on va passer aux performance pads. Alors déjà parlons des pads en eux-mêmes. Franchement la taille des pads est super confortable, que ce soit pour faire du drumming ou juste pour envoyer des points Q. Franchement c'est très bien pensé et ils sont de qualité un peu comme sur les boîtes à rythme d'une marque concurrente assez connu. Donc, et puis ils répondent très bien au niveau tactile, donc il n'y a rien à redire au niveau des pads et de leur ergonomie, ça a été super bien pensé. Maintenant, les 8 modes de Serato qui sont gérés par les performance pads, là je ne vais pas les expliquer parce que le but c'est pas de faire un cours d'explication sur Serato DJ, il va falloir que vous appreniez à vous en servir vous-même. Je vais quand même montrer un petit peu quelque chose. Alors les 8 modes les plus connus, c'est, on va commencer par le plus simple, c'est le mode Hot Q. Le mode Hot Q en fait qui permet d'affecter et de rappeler des points de repère. Et le mode secondaire sur la console, c'est le mode Hot Q Loops qui permet exactement la même chose tout en activant des boucles. Donc là je vais juste montrer le mode Hot Q, hein, tout le monde connaît. Je le valide. Et du coup je peux appeler des différents points de repère dans mes morceaux. Voilà, je lance différentes instrus, des sons. Bon, voilà. Donc voilà pour le mode Q. Je vais quand même laisser la musique tourner. Ensuite, on a le mode Roll qui permet d'activer des boucles temporaires et le mode secondaire qui a été mis en dessous du mode Roll, c'est le mode Saved Loop. En fait, qui permet de rappeler des boucles sauvegardées à l'avance. Donc là, je vais montrer un peu rapidement le mode roll.
chaque pad en fait est une division temporaire qui permet de déclencher différents loops temporairement en fait. Donc, comme ceci. Donc voilà. Ensuite, on a le mode slicer qui ressemble un petit peu au mode roll en fait, mais lui qui propose de mettre en répétition temporaire les différents prochains temps selon une grille rythmique qui peut être paramétrable ou non. Et le mode secondaire du mode slicer, c'est le mode slicer loop. Ça propose exactement la même chose mais dans une boucle. Donc voyons ce que ça donne. En fait, ça permet de faire de déstructurer les différents temps des mesures à venir. Voilà, ça fait un peu comme des effets de lecture aléatoire, c'est assez spécial. Et ça dépend aussi des morceaux. Voilà, et enfin, on a accès à deux autres modes, c'est-à-dire le mode sampler, qui lui nous active en fait le mode sample de Serato, enfin qui donne accès au mode sample de Serato. Et là, du coup, on peut envoyer, il me semble, jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6 samples par banque avec 4 banques possibles. Donc ça, c'est les samples que j'ai affectés sur ma première banque. Et en mode sample roll, c'est la même chose, sauf que les effets vont être bouclés. Voilà. Donc là, c'est le mode sample roll. Évidemment, j'appuie sur le sample qui est chargé, c'est-à-dire un kick, il se met en boucle. Et en mode sample normal, voilà, une simple pression déclenche qu'une seule lecture sans boucle. Donc voilà, un petit peu au niveau de la mixette au niveau numérique. On a vu un petit peu toutes les commandes. Les touches de paramètres ici permettent d'accéder à tout un tas de paramètres supplémentaires aux différents pads mode. Je ne les montre pas parce que sinon on va vraiment prendre trop de temps dans la vidéo. Sachez qu'en tout cas tout fonctionne très bien, il n'y a pas de bug. La télécommande fonctionne à merveille, il n'y a pas de souci. Que ce soit en mode analogique ou en mode numérique, la mixette a fait le boulot, a fait même grave le boulot. C'est franchement très bien. Dernière chose que j'avais pas montré aussi, c'est j'ai pas tout montré dans le menu Utility de la console. Donc je rappelle, il faut appuyer 3 secondes sur le bouton panel Utility. Et là, on a accès à tout un tas de menus. On peut par exemple choisir de mettre la console en arrêt automatique si elle n'est pas utilisée pendant plus de 10 heures. Donc ça, moi, je l'ai mis sur off. On a accès aux différents réglages du micro. Donc ça, je l'avais montré dans la partie test talkover. On peut mettre un coupe-bas supplémentaire sur le micro. On peut aussi router le micro, la sortie du micro dans la sortie retour. Donc quand vous êtes sur scène, par exemple, et que vous voulez entendre votre MC, vaut mieux le faire. On peut rajouter un limiteur au micro. On peut rajouter un limiteur au master. On peut rajouter un atténuateur à la sortie des retours. Et on peut master... Ah tiens, qu'est-ce que ça va être ça? Shift... Ah oui, on peut passer le master en stéréo ou en mono. Ok, bon, pourquoi pas. Et bien, on peut faire la même chose aussi pour le retour, les passer en mono ou en stéréo. Et alors ça, je suppose que ça va être un choix de retour, d'éclairage des pads. Oui, voilà, c'est ça. On peut diminuer l'éclairage ou pas. Bon, moi, je laisse à fond, c'est très bien comme c'est. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un factory reset, donc une possibilité de tout remettre à l'état d'usine. Voilà. Et enfin, dernière chose aussi que j'ai pas tout montré là-dedans. Donc voilà, je vais quitter Serato. Dans le petit utilitaire qui est fourni par Pioneer, l'utilitaire de réglage, donc ça on avait vu la partie FX Bank pour la partie analogique, en tout cas la partie bit FX Select de Pioneer. On a aussi un onglet Inzio qui permet de régler la latence des cartes son qui sont intégrées dans la console. Donc là, moi, je me suis mis au plus bas parce que j'ai un ordinateur de compète avec 16 Go de RAM et un Core i7.
mais peut-être qu'un réglage à 64 conviendra pas à tout le monde, vous aurez peut-être des petits craquements, ce genre de choses, auquel cas il faudra remonter le buffer. Ensuite, on a une possibilité de routing des entrées et des sorties. Moi personnellement j'ai tout laissé comme tel parce que ça me convenait, mais on peut très bien changer les différents routings. Ensuite, dans l'onglet préférences, on a des petites options supplémentaires. Donc là, par exemple, il y a une option loop qui permet de définir en fait la taille de l'option 4-bit loop avant de l'activer. Donc par exemple, si vous voulez créer plutôt que de créer j'en sais rien moi, une loop automatique de 4 temps, vous pourrez choisir avant, si vous activez ça, d'en faire une de 1600 par défaut. Donc il faut penser à activer cette option. Ensuite, il y a l'option PAM Mode qui permet d'accéder, si on la coche, à des modifications des performances pad. Et ensuite, on a une option de démarrage par fader. Donc si on active cette option, on peut ensuite démarrer la lecture des players via les faders. Et il me semble qu'il faut ajouter la fonction Shift avec, c'est-à-dire qu'en appuyant sur Shift plus envoi de fader, en théorie, ça déclenchera le lancement du son des players. Ensuite, on peut régler le silence à une extrémité du crossfader. Donc moi, comme je suis un scratcher, j'ai mis ça au minimum. Voilà. Et ensuite, on a dans l'onglet About les différentes versions du firmware, du pilote et du logiciel pour vérifier qu'on a tout bien à jour. Voilà. Eh bien, écoutez, on va passer à la conclusion. Maintenant que tout a été testé, à tout de suite. Bien, donc nous voici donc arrivés à la conclusion. La DJM S9, c'est clair que c'est une mixette qui est plutôt orientée pour les DJ hip-hop et pour le turntablisme. Elle est très très orientée pour le scratch, mais elle peut très bien servir pour les DJ de club et les DJ électro, juste à savoir que c'est pas possible de mixer 4 sources en même temps. On peut accéder aux 4 players de Serato et switcher quand on veut de l'un à l'autre, mais c'est pas possible de mélanger les 4 en même temps, hein. C'est toujours 2 par 2. Voilà, c'était une chose que je voulais préciser quand même. Alors, je fais une liste de points forts et de points faibles. La liste de points forts, je l'ai faite dans un ordre décroissant selon mes préférences à moi. Et la liste des points faibles, en fait, il n'y en a pas vraiment. C'est un petit peu des points faibles qui correspondent à mes préférences. Donc, pour moi, le gros point fort de la mixette, c'est le crossfader. Le fait qu'il soit vraiment bien calé, c'est-à-dire qu'il y ait très peu de jeu dedans et qu'on puisse couper à 1 mm avec la qualité de la coupure et tous ces réglages, c'est vraiment le gros point fort de la mixette. Ensuite, le fait qu'il y ait les 2 cartes son, justement, pour pouvoir switcher sur les 4 players quand on veut et ne pas avoir besoin de changer de couper le son en changeant de DJ, ça c'est vraiment une belle trouvaille. Ensuite, la qualité du mode analogique et le fait qu'on puisse utiliser le mode analogique en même temps que le mode numérique, ça c'est cool. Et ça rejoint un peu d'ailleurs le fait qu'il y ait les 2 cartes son. C'est un peu le même genre de côté pratique. Ensuite, la qualité du son, qui est identique à celle à la mixette DJM 2000 Nexus, qui est la grosse référence électro de mixette électro chez Pioneer. La qualité des effets internes de Pioneer aussi. Là, a priori, c'est ceux qui sont identiques à la DJM 909. Et moi, je les ai vraiment trouvés beaux et bien équilibrés entre eux. Donc tip top. Ergonomie générale réussie, notamment le bas de la mixette là pour le scratch, c'est très bien pensé. La fonction delay et talk-over sur le micro, ça c'est vrai que c'est quand même une petite cerise sur le gâteau qui fait bien plaisir. Ensuite, ça c'est un peu un gadget, mais les 3 formes d'ondes pour jouer du synthétiseur avec les pads, c'est quand même une trouvaille, c'est sympa, c'est bien pour les créatifs. Ensuite, la qualité et l'ergonomie des pads. C'est vrai que l'effet de les avoir mis comme ça tous en ligne au-dessus des faders, c'est vachement pratique. Le mode utilitaire et le logiciel de réglage fourni avec la mixette. Le petit logiciel de réglage, il permet quand même pas mal de choses et il est stable, il est bien pensé. Le mode utilitaire, c'est ce qui est dans la console même, et pareil, il y a vraiment pas mal d'options. Et enfin, un routing interchangeable si on veut, des sorties et des entrées de la mixette. Et on peut éventuellement aussi changer certaines choses au niveau du mapping MIDI de Serato DJ.
Donc dans les points faibles, j'ai quand même mis le prix, pardon, parce que c'est quand même un peu cher. Ensuite, j'ai mis le fait, c'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas cumuler plusieurs effets en même temps. Et ça rejoint d'ailleurs l'autre point que j'ai mis en dessous, le fait qu'il n'y ait qu'un seul bouton de dry wet pour toutes les sections d'effets. Comme je l'ai dit, les effets de Serato DJ sont pas forcément très bien équilibrés entre eux. Certains sont beaucoup plus forts que d'autres. Donc vous êtes obligé de toucher au dry wet pour ça, et souvent de le baisser. Et le problème, c'est que quand vous allez repasser ensuite sur des effets qui sont internes à Pioneer, ils vont être un peu moins forts. Et donc du coup, le fait d'avoir baissé le dry wet, vous n'allez même pas les entendre. Donc vous allez penser lancer un effet que vous n'allez pas entendre. Donc il faudra penser à remettre le dry wet. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. On va dire que l'équilibrage des effets entre ceux de Serato et ceux de Pioneer serait peut-être à revoir. Ensuite, le fait qu'on n'ait pas de cran à 0 sur les boutons de gain, c'est un petit peu handicapant, mais en même temps, moi personnellement, ça ne m'a pas posé de problème. Mais je pense qu'il y a des gens qui aiment bien avoir ce cran à 0, parce que là, ça leur sert de repère, tout simplement pour un niveau nominal. Ensuite, pas de réglage de dry wet sur l'écho du micro. Oui, on va pas se plaindre là-dessus. C'était quand même, c'est une superbe idée déjà d'avoir un écho disponible sur le micro. Voilà, ils l'ont juste un petit peu trop surdosé à mon goût. Ensuite, dernier point faible, le bouton de volume de l'auxiliaire qui est pas sur la façade mais qui se trouve devant. Ouais, ça aurait été un petit peu plus pratique qu'il soit à côté du bouton du sampler volume par exemple, puis ça aurait été logique en plus. Bon, voilà, donc vous avez vu un des points faibles qui n'en sont pas vraiment. Et après, moi, pour le prix, je me suis permis de rajouter des petits avis personnels. Ça aurait été cool quand même d'avoir un bouton 5 pour Serato sur la façade. Idem qu'un bouton slip et un bouton sweep reverse. Alors je sais que beaucoup de gens critiquent ces fonctions-là, mais c'est pas parce qu'on les met sur la console qu'on est obligé de s'en servir. Et moi, je trouve que pour les artistes qui veulent faire plus de performance, notamment de scratch et de passe-passe, et qui veulent pas perdre de temps à caler au pitch, au tempo leurs morceaux. En plus, on sait très bien qu'ils savent le faire. Hein. Quand on sait scratcher, faire du passe-passe, on sait caler au tempo, c'est pas le problème. Donc, pour ceux qui veulent faire plus de performance, l'outil 5, c'est quand même c'est bien pour gagner du temps. Donc, moi, je sais que par exemple, qu'il va me manquer. Je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on ne l'ait pas. Donc, idem pour une fonction slip et une fonction sweep qui sont absentes. Ça aurait été cool aussi d'avoir un bouton Q sur la façade pour revenir plus rapidement au début des morceaux. Ça, c'est quand même un petit outil qui est assez rapide et assez pratique. Et enfin, le jour où un constructeur va réussir à faire ça, c'est-à-dire de proposer plusieurs types de boutons pour le crossfader, allant du plus fin à un bouton médium, à un bouton large, pour que ce soit vraiment adaptable à tout type de main et de doigts. Là, le jour où les constructeurs vont réussir à faire ça, ils auront tout gagné. Voilà. Et enfin, je rajoute une petite touche, un avis personnel. Moi, je trouve ça dommage que la Pioneer fonctionne avec Serato DJ. J'aurais été assez curieux de voir ce qu'aurait pu donner Pioneer en développant son logiciel virtuel de DJing avec une option DVS, hein, bien entendu, donc une option Digital Vinyl System. J'aurais été assez curieux de voir ça, parce que déjà, on n'a quasiment plus que Serato et Traktor de disponibles. Et vraiment, vu la qualité du son de Pioneer et la qualité des produits, j'aurais vraiment bien aimé avoir un troisième concurrent qui se lance là-dedans et voir ce que ça aurait pu donner. Bon, voilà. En tout cas, si les platines PLX 1000 sont quand même un petit peu chères pour les fonctions qu'elles proposent, et il y a encore peut-être quelques doutes, quelques petites choses à vérifier pour une utilisation professionnelle, autant la Mixette, elle, il n'y a aucun doute, c'est vraiment un produit pure qualité, qui coûte cher certes, mais franchement, on est là, je pense, sur le plus haut standard de ce qui peut se faire en ce moment. Voilà, voilà pour la conclusion. J'espère que mes arguments vont vous permettre de vous décider sur son achat ou pas. Et je vous dis à bientôt